Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour une nouvelle édition de notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient qui examine les conséquences tous azimuts, si l'on peut dire, de la pandémie du coronavirus sur toute la région moyen-orientale où d'après les derniers chiffres officiels en notre possession aujourd'hui, on compterait au moins 230 000, voire 250 000 personnes infectées par le virus dans tout le Moyen-Orient. Les deux pays les plus touchés étant la Turquie, qui a dépassé l'Iran avec 85 à 90 000 malades, et l'Iran qui a dépassé les 75 000. Pour parler de tout cela avec nous, Alexandre Adler à Paris. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonsoir, Boker Tov à tous mes amis qui ont le courage de maintenir la radio comme Richard, et je vous en suis particulièrement reconnaissant. Nous sommes très contents aussi de parler avec vous. Vous êtes, Alexandre, géopolitologue, en même temps que historien français et journaliste, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique et d'histoire, dont je cite quelques-uns en vrac. Le rapport de la CIA en 2009 qui faisait donc le point sur les prospectives de la CIA par rapport à l'année 2020. Et vous avez réédité, je crois, l'an dernier, ce que dit le nouveau rapport de la CIA pour 2025. Donc, on va parler avec vous aussi de prospectives. Vous avez écrit aussi de nombreux autres ouvrages, pour nous citer, pour nos auditeurs, quelques mémoires. Quelques titres, pardon. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Le monde est un enfant qui joue » en 2009. Un autre ouvrage en 2017, « La chute de l'Empire américain », et en 2018, entre autres, « Le temps des apocalypses ». Je vous ai écrit une vingtaine d'ouvrages en fait, et j'en ai cité que quelques-uns. Alors, Alexandre, est-ce que de votre point de vue, vous partageriez l'analyse émise il y a quelques jours par l'ex-général Amos Yadlin, qui est président de l'Institut des études nationales de stratégie basé à Tel Aviv, et donc c'était aussi en tant qu'ex-général le chef des renseignements de Tsahal, l'opinion selon laquelle le monde, et en particulier le Moyen-Orient, ne seront plus les mêmes après cette pandémie, qui, selon donc Yadlin, pourrait avoir au moins autant d'impact, si ce n'est plus encore, sur l'ordre mondial et régional que les macros-événements de la première, comme celui de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et puis entre les deux, la crise économique et la récession de 1929, ou bien encore la chute de l'Empire soviétique et du bloc communiste en 90-91, et aussi les méga-attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Est-ce que on peut faire cette comparaison? Le monde après le corona ne sera pas le même monde, y compris au Proche-Orient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision d'ensemble? Oh oui, je suis entièrement d'accord avec le Alouf Yadlin, mais bien sûr, pour des raisons de fond, mais qui étaient déjà présentes juste avant que l'épidémie se déclenche. Mais déjà avant, il y avait une alliance de fer, et que je connais très bien, et je la connais même, disons, directement pour l'avoir observée et pour y avoir participé, entre l'Arabie Saoudite et Israël. Les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite n'ont jamais été aussi détériorées qu'on pense. Et jamais, en fait, Ibn Saoud et ses successeurs n'ont joué de manière délibérée l'aggravation du conflit israélo-arabe. Mais en revanche, ils ont toujours été contents, disons, d'exporter au-delà de l'Arabie Saoudite, qui leur tenait évidemment le plus à cœur, tous les foyers d'extrémisme du Moyen-Orient. Donc, allez plutôt jouer ailleurs et laissez-nous tranquilles. Et alors, aller jouer ailleurs, ça voulait dire beaucoup Israël, ça voulait dire beaucoup le Moyen-Orient, ça voulait dire beaucoup une aide un jour aux frères musulmans, à l'autre à toutes les forces extrémistes que nous avons pu connaître dans cette région et qui n'ont jamais arrêté de mettre de l'huile sur le feu. Eh bien, tout ça est entièrement terminé avec l'événement en Arabie aujourd'hui, que j'hésite d'ailleurs à appeler saoudite, d'un homme qui est tout à fait remarquable et que je connais personnellement et très bien même, le cheikh Adel Jouber, qui est lui-même un enfant wahhabite de la meilleure noblesse, car elle existe en réalité, saoudienne,
et dont la famille a toujours servi la couronne. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué de manière étonnante qu'il est aujourd'hui quasiment l'homme fort qui tient bon la barre de cet immense réservoir pétrolier, économique et aujourd'hui humain, qui est à l'origine de toute la stabilité possible du monde arabe. Or, et ça c'est le phénomène absolument extraordinaire que nous connaissons, Adel Jouber, que je connais très bien encore une fois, est un homme qui a connu tous les postes possibles dans la diplomatie saoudienne. Il a été à la fois chef de poste à New York pour les Nations Unies, il a été aussi ensuite à Washington pour l'ambassadeur à Washington. Il connaît parfaitement l'Amérique, il connaît parfaitement la communauté juive américaine qu'il n'a jamais sous-estimée. Et il considère depuis toujours, et il me l'a dit d'ailleurs et très vite, qu'il devait y avoir une entente durable pour créer la paix au Moyen-Orient entre l'Arabie saoudite, qui est la gardienne des lieux saints. Elle n'a pas rétabli le califat, mais c'est tout comme, car d'une certaine manière, ce que dit l'Arabie saoudite a un retentissement sans commune mesure avec le reste du monde musulman. Je ne dis même pas arabe, mais musulman. Et donc, effectivement, si l'Arabie saoudite, un beau jour, cesse tout simplement de combattre Israël ou de sembler la combattre ou d'aider les ennemis d'Israël, comme elle l'a toujours fait autrefois, c'est un changement géopolitique mondial. Et ce changement géopolitique s'est accompagné d'une coopération totale aujourd'hui qui passe essentiellement par le Mossad, mais aussi par une vision commune géopolitique de toute la région et qui comprend bien sûr la sauvegarde de l'Égypte actuelle contre les frères musulmans qui ont fait la loi et de quelle manière pendant tout un temps au Caire, et aussi la sauvegarde de l'Iran qui, bien entendu, est en train de basculer d'une manière extraordinaire vers une forme de démocratie et de contre-révolution, je ne trouve pas d'autre mot, qui annule finalement tous les effets catastrophiques de ce qu'a été la longue et difficile période que Khomeini avait inaugurée avec la chute du Shah. Eh bien, tout cela est en train de finir sous nos yeux. Et bien entendu, les Israéliens ne sont pas des spectateurs, ils sont des agents actifs de cette transformation. Et la main dans la main avec un homme, Jouber, qui les connaît parfaitement et qui les estime. C'est à tel point que, bon, il m'a demandé, je n'ai pas un secret de polichinelle à un moment donné, de venir le rejoindre et de l'aider. Je lui ai dit oui. Cette affaire est toujours en discussion, mais je pense qu'elle va aboutir. Et je lui ai dit, mais tu es quand même bien conscient que non seulement je suis juif, mais je suis tout à fait lié à Israël. Et il m'a dit, non seulement je le sais, mais c'est la raison pour laquelle je te demande de venir. Et alors donc, vous pensez, Alexandre, C'est quand même une mutation sans précédent tout de même. et donc vous pensez que quels que soient les lendemains ou les surlendemains du coronavirus, ce qui est clair, c'est que cette alliance qui était au départ une alliance stratégique anti-iranienne, on peut dire, avec certains Voilà, autres... absolument, elle avait ce contenu. Et vous Or, pensez que ça va Père survivre? Oui. n'est pas du tout un partisan de l'isolement de l'Iran. Il m'a dit très longtemps déjà, tu sais, je connais Zarif, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, et qui Oui. est un modéré notoire, qui a eu exactement les mêmes postes que lui lorsqu'il était le représentant de l'Iran, et qui était lui aussi à la fois pro-américain, convaincu d'une réconciliation avec Israël, etc. Et il me dit, s'il n'en était qu'à moi, je m'entendrai demain avec Zarif, à savoir qu'évidemment les dynastes saoudiens ne l'entendent pas exactement comme ça, et nous ferions une politique commune absolument évidente. Et Alors, c'est ce qui se passe. je comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite non seulement ne jette pas de l'huile sur le feu vis-à-vis de l'Iran, mais elle essaie de créer le regime change, le changement de régime en Iran, mais en douceur et sans jamais pousser à la faute majeure que serait un bombardement de l'Iran ou des opérations militaires qui pourraient donner d'ailleurs des résultats, parce que l'Iran est au bord de la chute, mais précisément contraindrait et donnerait à tous les extrémistes et à tous ceux qui en Iran ont un réflexe patriotique qui est absolument
fait partie du code génétique de ce pays. Eh bien, on l'évite. Et Israël aussi. Et tout ça marche ensemble. C'est extraordinaire. Écoutez, c'est très intéressant, mais de manière plus précise, à vous écouter, on irait vers une tendance à une certaine accalmie, à une désescalade des conflits en cours au Moyen-Orient. La réponse est oui. D'accord. Et certains pays de la région, justement, ressortant assez affaiblis de cette pandémie, donc on irait, ça pourrait aller en synergie avec votre analyse. Mais il y a d'autres personnes, d'autres experts en Israël qui avancent le fait, au contraire, qu'il serait aussi pas impossible que certains pays déjà fort ébranlés, l'Iran en premier, et on pourrait même penser à la Turquie d'Erdogan, qui est vraiment un tout autre régime. Lui, comme on le dit en anglais, il faudrait Erdogan s'en occuper with extreme prejudice, avec un préjugé total. Mais je pense que l'affaire est en bonne voie. Mais là encore, vu le caractère extraordinairement sensible aussi du nationalisme turc, alors que l'armée turque est prête à agir, mais comme elle a déjà été piégée une fois, elle demande des garanties sérieuses avant d'agir cette fois-ci, pour ne pas retomber dans le même piège que la dernière fois. Bon, on n'est pas pressé de faire tomber Erdogan, mais les solutions politiques sont déjà là. Oui, mais ma question, c'était en avançant des thèses, je dirais, moins optimistes que les vôtres. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est la tradition juive elle-même. Nous avons à la fois le Beth Hillel, les solutions de Hillel qui pensent que l'humanité va être sauvée, qu'il y a des raisons profondes de croire que l'humanité ne se détruit pas. Et nous avons le Beth Shammai, cette vision beaucoup plus sombre et qui est parfois exacte. Et vous savez que nos sages ont toujours refusé, et c'est très important, de même que nous avons deux Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylone, nous avons toujours du deux en Israël. C'est d'ailleurs comme ça que commence le premier texte de la Genèse, pas par Aleph, mais par Bet. Bereshit bara Elohim. Eh bien, nous devons commencer par Bet toujours, et vous avez tout à fait raison. Mon idée est optimiste, elle est dans le Bet Hillel. Et bien entendu, elle est tout à fait biographiquement explicable, puisque mon père est une véritable miraculé, à la fois de la Shoah, du stalinisme, de la guerre d'Espagne, dans laquelle il a survécu. Alors évidemment, je pense toujours que nous survivrons, mais mon père aussi avait un frère, qui lui est mort d'épuisement à la libération d'Auschwitz. Il est mort, comme on disait à l'époque, c'était pas politiquement correct, mais on ne savait pas. Il est mort musulman, il est mort, il s'est effondré. Et mon père a toujours pensé à ça aussi. C'est la raison pour laquelle il pensait que je ressemblais beaucoup à mon oncle et qu'il était toujours inquiet que je sois un bon marcheur. Je n'ai compris que bien plus tard cette chose-là. Et donc, effectivement, je sais aussi que la mort était présente. Alors, les deux sont vrais. Il est Shammai. Maintenant, je pense quand même que Shammai ne l'emportera pas, mais que nous avons tout à fait raison. Et les experts ont tout à fait raison, vous avez tout à fait raison de poser la question. En effet, on peut aussi aller vers le suicide ou les erreurs, etc. Mais regardez, c'est exactement ce qui s'est passé en 1945. Le Beth Hillel a triomphé puisqu'Israël est né, mais Israël est né sur la base de la Shoah qui était quand même la réalisation de tous les pronostics les plus sombres de Shammai et auxquels Ben Gurion n'aurait jamais cru. Bien sûr. Alors dites-moi, quelles implications, selon vous, aura, une fois cette crise pandémique passée, eh bien justement ce chamboulement que vous évoquez sur la poursuite ou non du programme nucléaire iranien, d'après vous? Le programme nucléaire iranien est déjà mort, et il est mort grâce à un homme extraordinaire qui est Meir Dagan, qui est la réincarnation de tous ces chefs extraordinaires du Mossad qui ont fait Israël. Mais ce que Meir Dagan a réussi à la fin de sa vie, alors vous connaissez sans doute l'anecdote sur lorsqu'il a été confronté donc à cette question, on lui a dit, il a rassemblé les cadres, il venait d'être nommé la tête de l'Institut du Mossad, et on lui a dit, alors maintenant, il a fait un tour de table avec tous les officiers et les vétérans, et il leur a demandé, selon vous,
quelles sont les trois menaces principales, les trois points principaux sur lesquels le Mossad doit se concentrer. Alors chacun avait une idée différente. Alors il balaye, il avait fait son effet, il dit voilà, moi je vais vous dire les choses, c'est très simple. Nous avons trois priorités. La première, c'est l'Iran. La deuxième, c'est l'Iran. La troisième, c'est l'Iran. Oui, je me souviens de Et cette il a remis immédiatement l'ensemble de l'activité du Mossad sur tous les efforts pour empêcher l'installation d'une bombe atomique iranienne dont les dirigeants iraniens voulaient de manière absolument extraordinaire. Aujourd'hui, grâce à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire à une alliance qui est née de la fin de l'Union soviétique, le Mossad est chez lui à Bakou, véritablement, avec totalement l'assentiment d'abord du vieil Aliyev, dont je devais écrire les mémoires d'ailleurs. J'étais un ami personnel et un ami d'Israël, mais aussi ensuite de ses successeurs, de son fils et de sa bru. Et donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est sans doute le meilleur allié d'Israël. Le Mossad fait non seulement ce qu'il veut à Bakou, mais ce qui est encore plus extraordinaire, et bien entendu, il a commencé à pénétrer en Iran. Et en particulier dans l'Azerbaïdjan sud, qui est en réalité une région que le pouvoir des mollahs, d'ailleurs ce ne sont plus les mollahs, mais le pouvoir, disons, de Khamenei et de ses amis, est rigoureusement incapable d'exercer la moindre autorité. Donc quand vous dites Bakou, vous pouvez compter Tabriz. Aujourd'hui, jusqu'à Tabriz, le Mossad fait ce qu'il veut. Et bien entendu, étant donné que tout le bazar à Téhéran est turc, c'est-à-dire azéri, en réalité, le bazar de Téhéran est déjà rallié, bien évidemment, à l'Azerbaïdjan. Et à partir de là, eh bien évidemment, le Mossad fait aussi ce qu'il veut dans le bazar de Téhéran. Ce qui veut dire qu'une grande partie du territoire iranien a déjà échappé au contrôle du pouvoir qui nous est hostile. Et bien entendu, c'est comme cela que, évidemment, le Mossad non seulement a rapporté tous les secrets nucléaires qu'il pouvait trouver en Iran, mais il s'est même donné le luxe de les faire sortir du pays et de le montrer à la barbe de la communauté internationale. Ce qui est un exploit absolument sans précédent, qui était celui de Meir Dagan, Zikrona Levraha. Alors, et donc, à partir de là, vous savez bien que donc la situation maintenant, c'est les fins de partie aux échecs. C'est toujours délicat. Parce que si on bouge le mauvais pion, ça fait 15 coups au lieu de 1 ou 2. Et aujourd'hui, bien entendu, il ne faut pas viser le mauvais pion en Iran pour assurer très rapidement des élections libres et sincères. Elles sont possibles. Elles sont désormais possibles. Et c'est une situation sans précédent. Tout à fait. Alors, dernière question, Alexandre, puisque le temps qui nous est imparti est presque terminé. Peut-être vous me répondrez avec le sens des formules qui est le vôtre. Au plan plus global et mondial, pensez-vous, comme l'a encore une fois avancé le général Yadlin dans son intervention d'il y a quelques jours, que ce sera surtout la Chine qui ressortira en définitive renforcée de cette crise, et bien plus que les États-Unis. Est-ce que c'est aussi votre opinion ou vous nuancez cette thèse? Je vais vous répondre comme les juges toujours, c'est-à-dire oui et non. Oui, bien sûr que la Chine aujourd'hui a une importance considérable. Bien sûr aussi, la Chine a des atouts qu'elle n'a jamais eus et dont elle n'était même pas consciente. Mais en même temps, il y a tellement à faire et bien entendu, la Chine ment, la Chine raconte n'importe quoi, la Chine est maladroite. Heureusement, vous allez penser que je suis un mégalomane, mais heureusement qu'elle a un grand allié en la personne d'Israël. Car aujourd'hui, c'est absolument certain, il va de soi que l'alliance d'Israël et des États-Unis est indéfectible et qu'elle ne sera jamais remise en cause. Mais la Chine a été capable de faire confiance à Israël comme aucun autre pays ne l'a fait, et notamment dans l'intifada des mosquées. Rappelez-vous comment, justement, Bibi Netanyahou, que je soutiens d'ailleurs presque inconditionnellement en ce moment même, dans les difficultés qu'on lui fait et qui sont totalement injustes, rappelez-vous comment Netanyahou
a pu être reçu comme un véritable chef d'État. Il était alors Premier ministre d'Israël à un moment où le monde entier nous boycottait. Et c'est à ce moment-là que la Chine a décidé de mettre les petits plats dans les grands, et elle a continué. Et aujourd'hui encore, le lien avec le Technion, par exemple, est extraordinaire. Récemment, les Chinois ont demandé à Israël de l'aider avec le Technion. Alors les Israéliens ont dit, mais oui, on est tout à fait prêt à vous ouvrir le Technion, mais non, ce qu'on voudrait, c'est que vous refassiez l'équivalent du Technion en Chine actuellement. Absolument. Et le degré de compréhension entre la Chine et Israël a été atteint à un point extraordinaire. Et donc aujourd'hui, nous avons une situation, là encore, absolument incroyable. Le plus grand, mais le plus grand qui est lui-même très 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 touché par toutes les difficultés qu'il a connues dans cette période, il est la Chine, et le plus petit Israël, mais qui est sans doute en train, quand on voit l'actuelle coopération en matière biologique entre la Chine et Israël, on a bien compris qu'il s'agissait de lutter pour très, très vite faire le vaccin. Et le vaccin sera donné évidemment sans contrepartie à la Chine. Mais la suite, évidemment, pour Israël, sera un boost extraordinaire. Eh bien, déjà aujourd'hui, Israël et la Chine travaillent 24 heures sur 24 pour faire le vaccin. Et j'ai bon espoir, dans l'état actuel des choses, que la Chine et Israël aient une petite avance sur le reste de l'humanité. Si telle est la question, je crois que, sans être un croyant inconditionnel, d'ailleurs, ne le demande pas, hein, d'ailleurs, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, c'est toujours une impiété, et encore moins des serments. Mais je crois quand même qu'il faudra peut-être en tenir compte un peu modestement. C'est ce que j'essaie de faire pour ma part. Eh bien, écoutez, Alexandre, merci pour la profondeur de vos réponses. On se garde la possibilité d'ici quelques semaines, en fonction des évolutions, de revenir vers vous. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité depuis Paris. C'est moi qui vous remercie de tout. Et alors, vous verrez sur Internet, j'ai été tout à fait en avance et à mon insu, de mon plein gré, comme on dit maintenant, lorsqu'il y a maintenant, c'était en 2007, et je l'avais oublié, j'ai effectivement prédit cette pandémie. Et j'ai annoncé, alors il paraît, c'était déjà la CIA qui avait parlé du coronavirus. Ah, d'accord. Et je l'ai fait et j'en suis très content parce que maintenant les gens s'en rendent compte. Dans votre livre sur le premier rapport de la CIA, si j'ai bien compris. Parfait. Et voilà, que j'ai malheureusement égaré, mais qui est quelque part dans mon désordre. Parfait. En tout cas, Alexandre, merci. Bonne santé à vous, à vos proches et à bientôt, j'espère. À bientôt et merci de votre gentillesse et Boker Tov. À bientôt.